Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Al Jalia pour une nouvelle émission de la Voix subsaharienne. J'espère que vous avez passé une excellente fête de Tabaski. Moi, j'ai bien fait la fête de Tabaski. Alors, vous avez sans doute remarqué, à mes côtés, nous avons deux invités. Ce qui veut dire aujourd'hui, nous parlerons religion. Nous allons parler aussi de la communauté camerounaise et de certaines difficultés que vivent les subsahariens ici à Dakhla. Il avait été annoncé le 7 du mois passé une conférence sur la religion musulmane organisée par l'association des musulmans ivoiriens de Dakhla. Eh bien, nous recevons le président de l'association pour nous faire le retour de cette conférence. Bonjour Monsieur Massoud. Oui, bonjour Miss Sublime. Comment allez-vous? Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, ça va. Bienvenue sur notre plateau. Merci, le plaisir est partagé. Alors, est-ce que vous pouvez me parler rapidement, en un mot, si vous devez qualifier la conférence, qu'est-ce que vous pouvez dire? Réussi ou pas réussi? Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi au moins que je fasse la Fatiha, qui est l'épicentre, n'est-ce pas, de toutes les prières au niveau, n'est-ce pas, de la religion musulmane. Bien sûr. Si vous me le permettez. Allez-y, monsieur. Aouzbillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ok. Sur ce, je dirais comme ça que Dieu, n'est-ce pas, bénisse tout un chacun de nous. Voilà, que Dieu donne longue vie à cette chaîne. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, les autorités de ce pays qui est le Maroc, en sa tête le roi Mohamed VI et sa génération. Voilà. Vous dire que nous tenons vraiment à remercier cette chaîne. Parce que nul était cette chaîne, personne ne saurait que nous sommes une association qui existe. Je peux dire que non, l'apport de la chaîne a été, n'est-ce pas, une réussite pour notre manifestation. Parce que après la conférence, on a dû faire le partage, n'est-ce pas, de la vidéo, de ce que nous avions, n'est-ce pas, entrepris au niveau de cette conférence et ça portait des fruits. Vous avez eu des retours positifs? Oui, nous avions eu des retours positifs. Je peux le dire, alhamdoulilah, nous avions eu des retours positifs. Alors, on va sortir un peu de la religion, on va s'adresser à monsieur Stan Babari. Comment allez-vous? Bien, bien, par la grâce de Dieu. Et la communauté camerounaise à Dakhla, comment elle se porte? Par la grâce de Dieu, elle se porte très bien. Alors, vous êtes le président de cette communauté. Et depuis combien de temps êtes-vous président? Je suis président depuis 1 an déjà, parce que j'étais vice-président à l'époque. Voilà, j'ai été élu depuis 1 an déjà. Et tout se passe bien par la grâce de Dieu. Et on remercie Dieu, ça va. Ok. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Au sein de ma communauté? Au sein de votre communauté, bien sûr. Pas mal de difficultés. On rencontre pas mal de difficultés déjà au niveau des cartes consulaires. D'accord. J'ai beaucoup de compatriotes là qui n'ont pas de carte consulaire, qui ne sont pas identifiés par défaut du consul que nous n'avons pas au niveau de la ville de Dakhla. Et pour les passeports aussi, ce n'est pas vraiment facile. Je rencontre vraiment des difficultés à identifier des Camerounais au niveau de la ville de Dakhla. Et voilà pourquoi je vais faire une doléance, un appel à l'ambassade du Cameroun à Rabat, d'essayer de voir comment faire pour nous soutenir au niveau de Dakhla, avec un consul si possible, ou un envoyé spécial de l'ambassade pour nous aider à identifier les Camerounais vivant à Dakhla. Alors, je voudrais savoir quelque chose. Est-ce que c'est un problème commun à toutes les communautés subsahariennes ou bien seulement il y a quelques-unes? C'est aussi votre problème, monsieur? Oui, c'est aussi notre problème. Là, comme ça, je vais essayer d'emboîter un peu le pas, n'est-ce pas, au président de la communauté ivoirienne, dont je suis. Voilà, il ne faudrait pas qu'au juste on puisse jumeler les choses. Je ne parle pas en son nom, mais j'ajoute, n'est-ce pas, quelque chose à ce que mon jeune compatriote a dit. Oui. Nous, les Ivoiriens aussi, au niveau, n'est-ce pas, de Dakhla, nous sommes confrontés aussi à ce problème-là. Je pense que le consul au niveau de l'Ayoun, c'est une doléance aussi. Si simplement on pouvait, n'est-ce pas, envoyer une administration ou déplacer même ce consul au niveau de Dakhla, ça va nous faire du bien. Parce que quand tu vois le nombre d'Ivoiriens au niveau de la ville de Dakhla et celui de l'Ayoun, le nombre d'Ivoiriens est plus élevé que ceux qui résident au niveau de l'Ayoun.
J'ai été, n'est-ce pas, secrétaire de la communauté ivoirienne lors de notre dernier recensement qui remonte, n'est-ce pas, en 2019. Nous étions à 2300 Ivoiriens au niveau de la ville de Dakhla. Donc, c'est aussi il y a quand même une forte doléance, communauté, voilà, il y a une forte communauté que... ivoirienne au niveau de Dakhla. C'est une doléance aussi, voilà, que moi j'envoie à l'encontre de nos autorités, n'est-ce pas, leur demander s'ils pouvaient, n'est-ce pas, faire un détachement au niveau de Dakhla pour nous permettre de pouvoir, n'est-ce pas, renouveler nos passeports et suivre, n'est-ce pas, nos dossiers administratifs. Alors là, maintenant, vous parlez en tant qu'ex-secrétaire général de l'ancien gouvernement de la communauté, de l'ancien bureau de la communauté ivoirienne, et vous pensez qu'il serait préférable, c'est vous de votre doléance, qu'il y ait une administration ici pour vous permettre de confectionner les cartes consulaires et de renouveler les passeports. Mais comment vous faites alors? Par exemple, quand il y a quelqu'un qui a un passeport qui a expiré, vous vous rendez sur Rabat? Oui, oui, effectivement. Oui, allez-y, M. Stan. On se rend sur Rabat. Déjà, pour le passeport, déjà, il faut que la personne concernée soit sur place, c'est-à-dire à l'ambassade, pour pouvoir faire les demi-cartes photos, les empreintes, tout ça. Toutes ces démarches administratives qu'on demande pour pouvoir renouveler son passeport. Mais au niveau des cartes consulaires, je pense que on peut le faire ici, à Dakhla, et si, par exemple, l'ambassade trouve un moyen d'envoyer quelqu'un pour nous enregistrer les Camerounais qui ne sont pas identifiés, ça peut être facile de faire les cartes consulaires sur place. Attendez, s'il vous plaît, si je comprends bien, oui. Pour faire les cartes consulaires, vous êtes aussi obligé de vous déplacer. Donc, votre doléance, c'est que les autorités créent un système pour vous établir les cartes consulaires. Effectivement. Nous établir les cartes consulaires sur place, ici à Dakhla. Est-ce qu'au niveau de vos... Bon, vous êtes le président de l'association des musulmans ivoiriens, donc je suppose que vous êtes quand même au fait de certains problèmes. Est-ce qu'il est facile d'avoir les cartes consulaires à votre niveau? Ok, je vais dire que tout subsaharien, n'est-ce pas? Je peux dire simplement que nous avions le même problème que les Camerounais, parce que c'est les mêmes choses qu'on appelle difficultés que nous rencontrons. Pour pouvoir établir, n'est-ce pas, notre carte consulaire ou bien renouveler le passeport, on doit forcément se rendre, n'est-ce pas, à Rabat. Et le coût du transport, voilà, chacun de nous sait combien est-ce que le transport ici à Rabat ça fait. Donc, comme je le disais tantôt, voilà, nous, quand nous étions, n'est-ce pas, aux affaires au niveau de la communauté, voilà, nous avions mené, n'est-ce pas, des actions qui ont permis à ce que on puisse envoyer un consul au niveau de l'Ayoun. D'accord. Voilà. Donc, je pense que une communauté, c'est une continuité. Voilà, cette communauté qui est là, je pense que non, elle fera main et pieds pour que bien sûr, celle de l'Ayoun, n'est-ce pas, puisse se déplacer au niveau de Dakhla. Parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés. Et je voulais, n'est-ce pas, emboîter, n'est-ce pas, suggérer un petit problème. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu te déplaces, que tu vas au niveau de Rabat pour confectionner ou pour renouveler, n'est-ce pas, ton passeport, pour retourner, il y a un véritable problème. Vu, n'est-ce pas, dans ces derniers jours, les problèmes qui se sont passés au niveau de l'Ayoun. Justement, attendez, justement, il y a une question qui me vient à l'esprit. On va parler de ce problème déjà au niveau du déplacement. Mais vous qui êtes responsable dans une unité frigorifique, est-ce que les patrons acceptent que vous absentez longtemps? Est-ce qu'ils assument cela, que les employés se déplacent à tout moment pour aller à Rabat, Casa, et ils mettent du temps pour faire le passeport? Bon, par demande, comme dans toute entreprise. Voilà, on peut te donner peut-être 5 jours, 3, 4 ou 5 jours, puisque la route est longue. Mais il y a des difficultés qu'on rencontre, parce que tu n'as pas de preuve au niveau du barrage, au niveau de la gendarmerie, à l'entrée de la ville. Moi, j'ai été victime une fois. J'étais à Rabat pour renouveler quelques de mes papiers. Et j'ai été interpellé par la police, la gendarmerie aussi également, qui m'ont demandé où je partais. Je les ai dit que moi je rentrais chez moi à Dakhla et que je vivais depuis plusieurs années. Ils m'ont demandé les preuves, ce qui prouvait que je vivais à Dakhla. Étant donné que nous n'avons pas jusqu'ici reçu de carte de séjour, il m'a demandé où je travaillais, je lui ai donné le nom de l'usine où je travaillais. Il m'a demandé si j'avais un contrat de travail.
je lui ai dit non, que je n'avais pas. Si j'avais une pièce qui prouvait que je... Un justificatif en fait, qui atteste que vous êtes... résident à Dakhla et que je travaille dans une usine de traitement de produits de mer. Et je lui ai dit que je n'avais pas. Donc c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de faire appel à tous les responsables de société, de frigo, de penser à donner, à trouver des cas de matriculation, comme des badges, je ne sais pas quoi, pour pouvoir identifier les subsahariens qui travaillent dans les frigos. Parce que nous trouvons beaucoup de difficultés. C'est pas, nous vivons là depuis des années et se déplacer et ne plus rentrer chez soi par faute de papier, c'est vraiment difficile. Nous avons des familles qui sont là et rester bloquées dans une ville parce que tu n'as pas une pièce qui prouve que tu vis dans cette ville. Et pourtant tu travailles bien. Tu travailles bien, tu es dans cette ville depuis des années. C'est pas évident. Je fais cette doléance, pensez, s'il vous plaît. Franchement, j'espère qu'ils ont entendu et qu'ils vont y penser. Alors, vous parliez tout à l'heure de déplacement. Je suppose que c'est de la même chose que vous vouliez parler. Oui, c'est de la même chose parce que là, présentement, lorsque tu quittes Dakhla, que tu vas soit peut-être à Casa, ton retour à Dakhla, c'est pas assuré. C'est pas 100% sûr que tu puisses rentrer parce que présentement, on exige simplement des passeports. Quand tu présentes le passeport, c'est-à-dire c'est un passeport qui est en validité, qui n'a pas encore fait 3 mois. Si tu as expiré les 3 mois, automatiquement, on va te refouler, comme on le dit. Voilà, je reviens un peu à ce qu'il a eu à dire. C'est des questions qu'on arrive à te poser parce que tu ne peux pas prétendre vivre dans une localité pendant des années, dire que tu travailles sans au préalable approuver avec, n'est-ce pas, ou bien attester avec un petit document qui atteste quelque chose, voilà, qui prouve vraiment que vous travaillez. Voilà. Et le petit souci aussi, à défaut même de cela, on va jusqu'à soi peut-être te demander un contrat de travail, et une chose qu'on appelle un contrat de bail. Comme je voulais rajouter, et sur l'entrée à Dakhla, c'est vraiment difficile. Moi j'ai vu, on a descendu des femmes et des enfants à cause de ce problème de papier. Seulement parce que le passeport était expiré, on les a descendus et on les a empêchés d'entrer dans la ville. Pourtant, elles résident, elles vivent là depuis des années. C'est vraiment difficile. Pour moi, je n'avais pas trouvé ça très normal. Mais si elle avait, par exemple, un contrat de bail, un papier qui atteste, qui prouve qu'elle réside à Dakhla, je ne pense pas que ça devait arriver. Donc, c'était pour compléter ce que je suis en train de dire. Alors, si je comprends bien vos doléances à vous deux, il serait préférable, à défaut des cartes de séjour, que des gens aient quand même des cartes d'immatriculation ou bien un papier qui justifie leur présence, leur domiciliation et surtout qu'ils travaillent dans la ville de Dakhla pour pouvoir se déplacer librement. Effectivement. Mais dites-moi, vous qui travaillez dans les unités frigorifiques, quel est le pourcentage? Il y a beaucoup de main-d'œuvre subsaharienne là-bas? C'est ce que je veux savoir. Pour la majorité, peut-être à 70%. Et elles n'ont pas de cas d'immatriculation, rien? Je ne sais pas. Pour certains, peut-être. Pour certains, peut-être 2 ou 3 au frigo à la zone arrivent peut-être à donner des cas, des badges. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose d'assurant. Je ne pense pas que c'est une assurance pour ces personnes qui ont ça. Ça puisse avoir une valeur juridique ou bien... Voilà, je ne pense pas. C'est juste pour identifier le personnel, pour différencier pour différencier les personnels en fonction des... Voilà, je pense que ça s'arrête là. Ce n'est pas d'une manière officielle. Mais alors là, quand il y a des maladies professionnelles ou bien des accidents du travail, ça se passe comment? Bon, déjà on ne vit pas ça tout le temps, mais on vit quand même. On vit ça, ça dépend. Il peut y avoir, comme dans toute activité, un accident de travail. Et quand tu es couvert par la société, que tu es embauché d'une manière légale, la société doit te prendre en charge quand tu as un accident. Mais déjà nous travaillons d'une manière qui n'est pas très légale, parce qu'il faut le dire, parce que nous n'avons pas de contrat de travail. Nous n'avons pas de contrat de travail, rien ne nous couvre, rien ne nous protège dans les usines de frigo. Donc quand tu as un accident, peut-être l'usine peut t'aider par humanisme, voilà, par humanisme peut-être le premier jour. Une fois que tu es à l'hôpital, je ne pense pas qu'ils vont suivre.
Parce que déjà on vit ça, nous avons eu des cas déjà comme ça. Ici, j'ai eu des frères qui ont eu un accident à l'usine au frigo. L'usine a juste pris la journée, a payé sa journée de ce jour, et puis il s'est démis lui seul à l'hôpital. Et ce n'est pas bien. Je pense que si on a un contrat de travail, que tu es suivi, et que tu es embauché par la société, ils vont te suivre jusqu'au bout. Donc la sécurité des employés subsahariens dans les usines n'est pas assurée à 100%. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous essayez de mener des démarches auprès de ces patrons d'unités frigorifiques pour échanger avec eux? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Bon, nous avons déjà pris les démarches de trouver un jour, un moment pour prendre rendez-vous avec des responsables de frigo concernant cette affaire, parce que ça devient de trop. Aujourd'hui, nous avons plusieurs cas de maladies et des décès également, parce que, sans oublier, il faut le dire, il y a des produits toxiques dans des usines, des conserves. Tu peux choper une maladie, tu peux avoir un malaise qui peut t'amener jusqu'à la mort. Et nous avons déjà, je pense que ces jours-ci, nous avons perdu déjà 2 soeurs au niveau de l'hôpital. Une qui était malade, en fait les 2 soeurs étaient malades. Voilà, les 2 étaient malades. Et puisque c'est le seul travail que nous avons ici en majorité, c'est les usines de frigo. Donc, il faut que les responsables de société prennent leurs responsabilités. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas quand on est en santé qui... Parce que, excusez-moi, mais ils ont tout à gagner. Moi, je pense que, c'est-à-dire des ouvriers qui sont en bonne santé sont plus productifs que d'avoir des ouvriers qui sont tout le temps malades. Parce que si vous investissez, c'est moi qui le dis, si vous investissez dans la santé de vos ouvriers, ils pourront produire plus parce que là, ils sont en forme. Donc, moi, je pense que les patrons, si vous allez vers eux, ils pourraient vous écouter parce qu'ils ont tout à gagner dans cette histoire. Okay. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons un projet d'aller vers eux pour essayer de les parler. Et je pense qu'on va finir par s'entendre, on va trouver un terrain encore pour pouvoir résoudre ce problème de sécurité. Vraiment, je souhaite que vous ayez toutes les forces et tout le courage qu'il faut pour pouvoir vous entendre et essayer de régler ces problèmes. Tout à l'heure, vous avez parlé des décès. Mais quand un subsaharien décède ici, comment ça se passe? Vous le rapatriez ou bien vous l'enterrez ici? Souvent, nous avons eu enterré certains ici, à défaut de moyens, et que l'ambassade, peut-être, n'a pas répondu présent pour le rapatriement du corps. Alors ça se passe comment déjà? Est-ce que l'ambassade doit s'impliquer? En fait, quelle est la paperasse déjà pour soit l'enterrer ici ou bien le rapatrier? Déjà, ça dépend déjà d'abord de la famille au pays, dans son pays d'origine. Quand il décède, on entre en contact avec la famille, on informe à la famille, on essaie de faire comprendre à la famille. Si la famille a décidé si on doit enterrer ici ou le corps doit être rapatrié. Et une fois que la famille demande à ce que le corps doit être rapatrié, on entame les démarches de rapatriement. Et là, il y a une procuration qui va être faite du niveau du pays, au niveau de la famille. Et nous allons faire recours à l'ambassade qui va donner aussi son autorisation de rapatriement. Et puis on va faire les démarches comme il faut pour que le corps rentre. Et si la famille n'est pas d'accord que le corps, par faute de moyens, on enterre ici. Et là, avec l'autorisation de l'ambassade et des autorités locales. Merci. Alors vous, M. Massoud, en tant que président d'une association musulmane, est-ce que on peut parler de rapatriement à votre niveau? Parce que vous enterrez en fonction des lois islamiques. Est-ce qu'on peut parler de rapatriement? Non, parce que voilà, chez nous, conserver un corps, déjà, c'est contre les principes de l'islam. Voilà. Mais sauf que souvent, il y a des personnes aussi qui envisagent, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, la dépouille de leurs enfants. Mais le petit hic dans cette histoire, c'est que mes jeunes compatriotes que j'ai eu enterrés ici, ceux qui travaillaient dans les différentes conserveries, bien les différents frigos,
on n'a jamais eu un centime de la part des dites sociétés. Pas de soutien. Pas de soutien financier, pas de soutien moral. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes. Je prends un exemple. Lorsque c'est un Ivoirien qui décède, comme mon jeune frère l'a dit, c'est la famille depuis le pays qui s'occupe, n'est-ce pas, de tout ce qui est comme dépenses. Voilà, la famille s'occupe de tout ce qui est comme dépenses et on enterre la personne. Il n'y a jamais eu après cela, dire comme ce dernier travaillait dans telle usine ou bien dans telle entreprise. Pas de dédommagement. Voilà. Non, pas du tout. Je sais pas. Oui, voilà, je rejoins mon frère. Moi, j'ai vu enterrer l'un de mes compatriotes ici, un grand frère, qui travaille toujours au frigo dans les usines là. Je suis allé rencontrer les dirigeants de cette usine qui m'ont donné, qui m'ont promis et qui n'ont rien donné. Ils font des promesses qui n'aboutissent à rien. Nous avons tout fait seul. Même un centime moral comme financier n'ont pas donné. Et puis, malheureusement, on l'a enterré ici à Dakar. Monsieur Stan Babary, j'espère, Monsieur Massoud aussi, que votre appel a été entendu parce qu'en gros, vous avez parlé des difficultés sur le plan sanitaire au niveau des frigos, sur les subsahariens qui sont laissés à leur propre compte quand ils ont des accidents professionnels, qu'ils ont accidents de travail et tout. Vous avez lancé un appel et j'espère vivement qu'ils ne soient pas tombés dans des oreilles de sourds et que les choses vont s'arranger. Merci d'être passé sur ce plateau. Sachez une chose, comme M. Massoud l'a dit, la chaîne Al Jalia est la chaîne de tous les subsahariens. Vous serez toujours les bienvenus. Et vous qui nous regardez, si vous avez des annonces, vous voulez parler, vous voulez porter la voix, eh bien écoutez, appelez au numéro qui s'affichera en bas. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci.